Merci Thierry, merci beaucoup, merci. Je vais t'emmener à chacune de mes conférences, parce que tu es un excellent présentateur. Euh, Merci beaucoup. Et bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, effectivement pour évoquer le couple impérial, Napoléon et Joséphine, ce nouveau travail. Alors je vérifie tout de suite, voilà, la technique marche, mais elle marche toujours ici. L'intime et le grandiose. Alors déjà quelques mots du pourquoi de ce livre. Eh bien, en réalité, si les ouvrages sur Napoléon comme Joséphine abondent, hein, sont très nombreux, on n'avait jamais tellement travaillé le couple en tant qu'unité, en tant que cellule, si je puis dire, seule. C'est-à-dire ne parler, n'évoquer que le couple en tant que tel, comme quelque part presque comme un individu, pour en comprendre à travers évidemment sa naissance, sa mort, sa vie, etc. Comme si voilà, il n'avait fait qu'un. Et pour mieux comprendre finalement les ressorts, ce qui les a animés. Alors, ce qui est difficile, je dis tout de suite avec eux, c'est que quand ce couple se forme, naît en même temps la célébrité, la gloire. Et donc, il est difficile avec eux parfois de distinguer ce qui relève de l'intime, du grandiose, de la célébrité, de la politique. Enfin, tout se mêle. Et donc, c'est pour ça, Thierry l'a évoqué, j'ai choisi d'évoquer le couple à travers ces mots, hein, le mariage, la belle famille, beaux enfants, argent, etc., etc., parce que pour un petit peu le thématiser, même si tout cela est chronologique. Alors, ce couple a une spécificité dans l'histoire de France européenne. Alors, je n'ai pas été analyser les dynasties thaïlandaises ou philippines, mais ce sont, sous le regard approbateur de mon éditeur Laurentès, qui connaît bien les monarchies européennes aussi, c'est apparemment le seul couple qui est arrivé au pouvoir, mais qui est devenu souverain, alors même qu'aucune des deux familles, de lui comme d'elle, n'était ni prédestinée ni formée à cela. On n'a pas d'autres exemples. Même Napoléon III, finalement, lui est né dans une famille appelée à régner, tandis que sont nés dans des familles qui étaient bien, bien loin d'être appelées à régner quand ils viennent au monde. Donc ça leur donne une spécificité en histoire. Et ils en ont deux autres qu'on va décliner ce soir. L'intime, parce que il est assez rare de posséder une correspondance aussi intime, justement, aussi personnelle. Évidemment, on va la détailler parce qu'elle constitue le cœur de cet intime, même s'il y a beaucoup de témoignages. Mais il s'agit aujourd'hui, et on a des outils nouveaux, dont la correspondance en ligne de la Fondation Napoléon. Je fais quand même de la publicité pour la maison aussi, ce qui est bien normal. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est très important parce qu'avec cette mise en ligne, nous avons à la fois la correspondance étoffée, complète, que l'on peut analyser, que l'on peut recouper, ce qui est un instrument nouveau. Il y a aussi des instruments concernant la presse, etc. Enfin, on a beaucoup plus de visibilité et sans doute aussi beaucoup plus de possibilités de comparaison. On va revenir sur cette correspondance. Et le grandiose, bien sûr, parce qu'ils ont une autre spécificité encore. Il se trouve que ce couple possède l'un des tableaux qui les représente en tant que couple, l'un des plus iconiques au monde, le Sacre de David. Puisque c'est un moment de couple, c'est Napoléon qui couronne Joséphine, et cherchez bien dans l'histoire mondiale, personne, aucun couple, bien sûr, il y a roi, reine, souverain, président, que je sais-je encore, mais aucun couple ne possède un tableau aussi iconique, alors même que c'est un moment qui est le leur. Et entre cette correspondance qui est assez unique, parce que si on en possède pour l'histoire française, par exemple, faire des comparaisons plus récentes, la correspondance de François Mitterrand avec Anne Pinjot, mais Anne Pinjot était une maîtresse, n'était pas, comme vous le savez, son épouse officielle, et ou encore un petit peu plus loin, Clémenceau avec une de ses amies. Là, nous avons l'intime, mais ce n'étaient pas des personnages publics comme Joséphine. Là, nous avons la correspondance intime des souverains d'eux-mêmes, et surtout, évidemment, avant l'Empire. Donc, pour commencer, par l'intime, justement, qui est toujours un petit peu le côté qu'on aime voir dans le couple, hein, dans tous les couples de pouvoir. Je ne détaillerai pas des exemples récents, mais bon, j'ai vu dernièrement qu'un article du Figaro sur disons, des nouvelles du couple présidentiel avait attiré un nombre record de consultations comme de commentaires. Donc l'intime nous intéresse, il nous intéresse
et un petit côté voyeur sans doute, mais aussi parce que il explique la dynamique du couple, sa véracité, sa vérité, et aussi, quelque part, explique son devenir. Alors, pour commencer, finalement, entre ce général-là, il est à Toulon, ce général corse, ce petit général corse, mais petit encore, si je puis dire, par la carrière. Il n'était pas si petit que ça, comme vous le savez. Ce petit, originaire d'une petite famille noble de Corse, et la vicomtesse Marie-Joseph Rose Taché de la Pagerie, veuve du général de Beauharnais avec 2 enfants. A priori, je veux dire, les ressemblances sont quand même pas frappantes, elles ne le sont pas. Mais si on s'intéresse à leur parcours, on découvre quand même des similitudes très frappantes et qui expliquent sans doute que, on va y revenir, le couple, si je puis dire, se soit formé aussi vite et aussi rapidement. Alors, ils sont nés insulaires, bon, ça, c'est pas une grande découverte, mais ce sont 2 insulaires nés aux frontières de l'Empire au sens territoire colonial de la France, et donc assez loin de la métropole, de sa culture et on va dire, de sa culture. Donc quand ils sont projetés, déracinés, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déracinés la même année, 1779 pour les 2. Alors ils n'ont pas le même âge, je m'empresse de dire que Joséphine a 6 ans de plus, elle est née en 1763, lui en 1769, mais pas au même âge, mais au même moment. Eh bien, elle arrive sur le continent pour épouser Alexandre de Beauharnais, le fils du marquis de Beauharnais, qui fut gouverneur de la Martinique, et lui est emmené par son père à Autun, puis ensuite à Brienne, pour faire sa formation dans les écoles du roi. Ce qui est caractéristique de leur accueil, si je puis dire, à l'un comme à l'autre, c'est qu'il est assez mauvais. Ils sont méprisés. Alors, on a le témoignage de Bourrienne pour Napoléon, où il aurait dit « Je hais ces Français ». On sait très bien qu'il a été un peu moqué. Alors peut-être la légende s'en est emparée. Il n'a peut-être pas été autant moqué qu'on le dit, mais enfin, en tout cas, il a été sans doute assez méprisé, rejeté, et ça a sans doute fortifié chez lui son caractère et une espèce d'esprit de résistance. C'est pareil pour elle. Quand c'est une créole, on disait que les créoles étaient des ignorants, et on sait qu'Alexandre voulait la faire éduquer, voulait en société qu'elle se taise parce que apparemment elle n'était pas assez lettrée. Enfin, il y a un mépris qui les entoure, un mépris continental entre guillemets vis-à-vis de ces insulaires, donc à la fois déracinés, méprisés. Ils vont sans doute développer les mêmes mécanismes de défense et de résistance, l'un comme l'autre, au même moment, et pas dans les mêmes conditions tout à fait, puisque elle, c'est dans la société d'Ancien Régime, elle est épouse d'un vicomte, et lui est bien sûr dans les écoles du roi. Ce qui frappe aussi, si vous regardez, alors dans leurs environnements familiaux, avant qu'ils n'arrivent sur le continent, ils étaient tout de même assez choyés. C'était un cocon familial plutôt agréable. On ne va pas revenir sur tous les épisodes, mais c'était des familles assez unies, avec une caractéristique, là encore, très troublante, c'est qu'ils avaient les mêmes pères et les mêmes mères. Les mêmes mères, parce qu'on connaît Laetitia, sa prudence et son avarice, mais la mère Rose de Joséphine était la même. Elle restait dans la plantation à compter les sacs de sucre. Et elle n'était pas du tout une femme de société qui entendait comme ça devenir une courtisane. C'était donc 2 femmes assez austères, retirées et très économes, je l'ai dit. Quant au père, c'était exactement le contraire. Ils étaient très sociables, hommes de cour. Charles Bonaparte avait été député noble de la Corse, avait été présenté au roi justement juste avant d'emmener ses fils dans les écoles, ou juste après. Et quant au père de Joséphine, il avait été page de la dauphine Marie-Thérèse. Donc c'était 2 hommes de cour qui portaient beau, alors qu'eux ne comptaient rien du tout, qui dépensaient beaucoup, et qui avaient une ambition sociale qui était celle d'élever leur famille par les mariages, par les alliances, par la politique aussi. Donc, alors je m'empresse de dire que ça aussi, d'avoir eu les mêmes profils de parents, ça a dû compter aussi dans leur relation. Je m'empresse de dire que Napoléon a sans doute plus pris de sa mère,
on dit toujours que chez les garçons, c'est le cas, c'est pas toujours le cas, mais dans son cas, peut-être un peu plus que son père, et elle a pris plus de son père, par contre, étant plus sociable, et lui, un peu plus retiré et très économe, alors qu'elle était très dépensière, vous le savez. Donc il y a ça aussi. Il y a une autre circonstance, c'est l'année 1785. En 1785, Napoléon perd son père, Charles, qui meurt à Montpellier. Et pour lui, c'est comme, d'ailleurs, il n'apparaît pas très triste dans sa correspondance, comme une sorte de libération. Il n'a pas eu à tuer le père. Il l'a dit d'ailleurs plus tard. Il a dit, si mon père eût vécu, je n'aurais pas fait cette carrière. On aurait sans doute été sous son autorité et ce serait peut-être mal fini. Et donc, voilà, il n'a pas eu à tuer le père, mais c'est comme une sorte de libération chez lui, une sorte d'émancipation, puisque là, il n'est pas l'aîné. Thierry l'a magnifiquement rappelé dans son ouvrage sur Joseph Bonaparte. Il ne dirige pas toujours la famille, mais enfin, en tout cas, il a plus d'indépendance. Et pour Joséphine, ce n'est pas un décès, mais une séparation. Elle se sépare d'Alexandre de Beauharnais. Le mariage n'a jamais vraiment fonctionné pour une simple raison, c'est qu'Alexandre pensait accueillir chez lui, enfin dans la demeure des Beauharnais, une créole douce qui joue de la guitare, etc. Et en fait, puisqu'il l'écrit à son précepteur patricole, en fait, il découvre un tyran domestique. Pas tout à fait ce à quoi il attendait, qui veut savoir où il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait en permanence. Donc lui n'arrête pas de s'enfuir parce qu'il pensait, sous le mode de l'Ancien Régime, avoir une épouse, on va dire, de convenance, avec laquelle on fait des enfants, mais enfin on s'amuse ailleurs, on a des maîtresses, etc. Il est très jeune et elle, ça ne lui va pas du tout. Et donc le mariage se brise après 2 enfants. Mais elle obtient en 1785, elle gagne la séparation, puisqu'elle obtient une pension, elle obtient la garde des enfants. Et pour elle aussi, c'est une sorte d'émancipation, parce que voilà une femme d'Ancien Régime, si je puis dire, libérée de son mari, puisqu'elle n'a plus l'emprise de son mari, et elle est elle aussi indépendante quelque part. Elle n'a plus de tutelle, finalement. Napoléon n'a plus de tutelle avec son père, en 85. Elle n'a plus de tutelle avec son mari, vraiment. Donc, ils vont commencer, si je puis dire, une ascension, mais une ascension qui est dirigée, alors là aussi, l'un comme l'autre, ils regardent vers leurs îles natales. Ce n'est pas la France à ce moment-là qui les intéresse, enfin le continent. Pour Napoléon, on le sait, il veut revenir en Corse, il veut continuer, si je puis dire, la carrière du clan Bonaparte et percer là-bas. Et Joséphine, c'est pareil, elle revient en Martinique avec sa fille, et elle veut devenir un personnage important de la Martinique. D'ailleurs, elle loge chez le gouverneur. Et voilà nos 2 personnages ramenés dans leurs origines. Sauf que arrive la Révolution. Alors déjà, pour Napoléon lorsqu'il est revenu en Corse, mais plus pour Joséphine, car en 1791, avec les troubles de la Martinique, elle est obligée de partir sous le feu de l'émeute. Hortense raconte ça, au milieu des coups de canon, de la fusillade, etc. Elle s'embarque in extremis. Ils prennent une frégate qui arrive après plusieurs mois de mer sur le continent. Elle arrive à Toulon, la même où Napoléon arrivera lui-même 2 ans plus tard, chassé de la Corse et par les paolistes. On ne va pas refaire l'histoire, mais voilà que ces insulaires sont définitivement coupés de leurs racines et de leurs îles. Jamais plus ils ne voudront y retourner, ni l'un ni l'autre. Et si vous voulez, ils sont précipités dans la France tumultueuse de la Révolution. 91 pour elle, 93 pour lui, c'est encore plus évidemment tumultué. Mais voilà qu'ils sont coupés à jamais de ces racines et qu'ils ne peuvent revenir. Et qu'il va falloir, que s'ils veulent aller plus loin, c'est la France révolutionnaire qu'il faut, si je puis dire, épouser, maîtriser, peut-être faire quelque chose dans cette France-là. Et évidemment, arrive, après la terreur, la chute de Robespierre. Alors, c'est une libération pour elle, puisqu'elle avait été emprisonnée au Carme à la suite de son mari, Alexandre, avec qui elle avait repris d'assez bonnes relations, mais ne s'était pas remis en couple. Lui, Alexandre, est guillotiné. Elle manque d'être guillotinée. Elle sort des Carmes, tandis que Napoléon passe un moment plus difficile, n'a probablement pas été emprisonné, enfin du moins peut-être mis à résidence quelques jours, mais étant proche des Robespierre, il avait été un peu, disons, inquiété, mais bon, il s'en est sorti. Donc les 2 s'en sortent, et s'en sortent dans une France qui est celle de la Convention thermidorienne et bientôt du Directoire, avec, ça tombe bien, des gens qu'ils connaissent, Barras, Tallien, Madame Tallien, et surtout du côté de Joséphine, plus que de son côté à lui. Alors,
la rencontre. Parce que tout couple, même si voilà, ils ont eu un parcours jumeau, il faut bien que ces trajectoires finalement parallèles ne le soient plus et se rejoignent. C'est le petit hôtel de la rue Chantraine, devenu rue de la Victoire de Joséphine, ce qu'on appelait un petit bijou à l'époque, et qui n'est pas visible de la rue. En fait, c'était inséré dans une sorte de lotissement de plusieurs propriétés. On y accédait par une espèce de long chemin qui était bordé de murs. Donc en fait, cette propriété était comme très isolée dans Paris. On la voyait d'extérieur de la rue, on ne la voyait pas. Et c'était propice voilà, à la tranquillité. Alors, c'est probablement là qu'ils se sont rencontrés, non pas comme dans le film de Ridley Scott au détour d'un bal au moment du directoire. Ce qui s'est passé, ce qui sans doute qui était la version officielle, mais qui est la vraie version, c'est qu'après Vendémiaire, quand Bonaparte participe à la répression de l'émeute royaliste qui marchait sur la Convention, eh bien, il est fait général en chef de l'armée de l'intérieur par Barras et il fait saisir les armes dans Paris. Alors, a-t-il saisi ou a-t-il voulu saisir le sabre du général de Beauharnais ? Ça, on n'en est pas tout à fait sûr. Enfin, en tout cas, Eugène est venu lui demander ou la restitution ou de ne pas prendre le sabre de son père. Napoléon, ému par cet enfant qui voulait conserver ce souvenir familial, accepte et laisse le sabre d'Alexandre à Eugène de Beauharnais. Touché, Joséphine l'a sans doute l'a remercié et l'a sans doute invité ici, hôtel de rue Chantraine. On le sait parce que à Sainte-Hélène, Napoléon va le raconter. Et alors, Napoléon est prudent parce qu'il veut savoir chez qui il va et où il met les pieds. Parce qu'en fait, il envoie son aide de camp, le Marois, rencontrer Joséphine et sans doute accepter le cartel, c'est-à-dire l'invitation. Et le Marois revient en disant à Bonaparte, écoute, elle a une très jolie petite maison, elle est riche, j'y reviendrai, ma foi, elle est charmante, voilà, toutes les raisons d'y aller, surtout pour un Bonaparte qui entend elle est riche, ça, ting, ça sonne à l'oreille. Et donc, et elle est charmante en plus, alors bon... Tout, et lui, bon, sans être totalement désargenté, hein, on le sait, son frère Joseph a épousé Julie Clary, la sœur de Désir Clary. Les Clary sont de riches négociants marseillais, donc la famille n'est pas vraiment dans la gêne, mais il n'a pas le niveau de vie de Joséphine, il n'a pas un petit hôtel comme ça qu'elle a acheté très récemment, grâce à l'argent qu'elle a réussi à faire venir de Martinique, puisque sa mère avait continué, même pendant la Révolution, à compter les sacs de sucre et à les vendre surtout, et à être à la tête d'une belle fortune que sa fille lui a pris. Et pour acheter notamment le petit hôtel. Donc il y a un premier rendez-vous auquel Napoléon se rend, puisque l'a invité, mais quand il arrive... ce n'est pas un rendez-vous seul à seul. En fait, il trouve toute une société, une dizaine de personnes, une Barras, Mme Talien, un acteur qui s'appelle Eléviou, enfin bref, la société du directoire, si je puis dire, en résumé, en petit cercle, ce qui montre l'influence de Joséphine, qui est effectivement déjà là, bien implantée dans ce milieu. Alors, il a bien remarqué qu'elle avait des attentions très particulières vis-à-vis de lui, etc. Il était assez content, mais enfin bon, vous savez, Napoléon a toujours été un homme pressé, hein, donc il aurait bien voulu conclure dès le premier rendez-vous, mais ça, ce n'est pas possible, donc il repart avec tout le monde. Et néanmoins, sans doute, se fixe-t-il un second rendez-vous. C'est lui-même qui le raconte encore, et donc il se rend à nouveau au hôtel de la Chantraine. Il est sans doute persuadé là, de gagner la bataille et de triompher, sauf qu'il le dit, quand j'arrive à table, il y a Barras. Ah, on est trois. Donc, bon, voilà. Ça ne sera pas pour ce soir, donc attendons encore un petit peu. Tout se passe bien. Il remarque encore que eh bien, Joséphine est très attentionnée avec lui. Et enfin, au troisième rendez-vous, c'est Austerlitz. C'est la victoire, Marengo, tout ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, on a du mal, on n'a pas toutes les dates. Hein. Il faut aussi penser, j'y reviendrai un peu, qu'il y a beaucoup de faux et d'apocryphes hein, dans cette histoire. Enfin, si on enlève tout ça, très probablement, ils se sont vus fin octobre, début novembre
1795, et ils sont amants le 1er décembre, on le sait, parce que c'est cette fameuse lettre de Bonaparte, je me réveille plein de toi, etc. Donc bon, la conquête n'a pas pris beaucoup de temps, hein. Il a mis autant de temps sans doute qu'effectivement pour battre les Autrichiens à Austerlitz. Donc peut-être un mois et demi, Joséphine l'a fait languir, mais enfin quand même pas tant que ça non plus. Donc, alors les voilà en couple, un couple qui s'affiche tout de suite, et ça c'est remarqué, alors j'y reviendrai par les enfants de Joséphine, notamment Hortense qui n'est pas contente du tout, mais aussi par l'entourage direct où Bonaparte présente Joséphine. Et alors, Joséphine, j'emploie ce terme, je vous l'ai dit au départ, elle ne s'appelle pas comme ça, elle s'appelle Marie-Joseph Rose. Alors on ne sait pas bien pourquoi il l'a baptisée Joséphine. Alors peut-être c'est son deuxième prénom, c'est peut-être aussi avec le prénom de son frère Joseph, à Napoléon. En tout cas, il l'appelle effectivement assez rapidement Joséphine. Là aussi, c'est en même temps que la rencontre. Je vous dis, il est toujours pressé. Avec lui, tout va vite. Donc elle s'appelle Joséphine. Mais alors, quand on donne un petit nom, alors là, il n'est pas... c'est un prénom à son amoureuse. Il arrive quand même assez rarement que ça devienne l'état civil. Je veux dire... mon petit chou, on ne va pas appeler ça mon petit chou à l'état civil. Lui, il l'appelle Joséphine et tout le monde se met à l'appeler Joséphine. Ce qui est assez frappant, alors, à savoir que lui, en même temps, change de nom. Alors, il n'enlève qu'une lettre, mais de Buonaparte, et il devient Bonaparte. Alors, c'est un peu comme si... alors, il se francise, il veut s'insérer pleinement et faire un peu oublier ses origines corses, mais c'est quand même assez frappant que quand le couple se forme, il change d'identité. Elle s'appelle Joséphine, alors même que probablement on l'appelait Rose, Marie-Rose, mais Joséphine, ça apparaît subitement, et lui, il devient Bonaparte, et non plus le Bonaparte, qui est très corse et très italien. Donc c'est comme si on prenait de nouvelles identités pour une nouvelle histoire qui est une histoire de couple, mais qui est aussi une histoire d'ambitieux et d'ambition, puisqu'il vise déjà le plus haut. Et pour résumer, à ce moment-là, Joséphine manque de hauteur parce que, bien certes, elle a un cercle, des relations, etc., mais elle peut guère aller plus loin. Et lui, il manque de surface. Il manque encore de relations, d'appui que Joséphine va lui offrir et lui donner. En plus d'une demeure déjà que vous voyez. En plus, elle a déjà 2 enfants qu'il apprécie tout de suite, hein, Eugène et Hortense. Enfin bref, pour Napoléon, en l'espace de 2 mois, c'est comme s'il avait déjà fait une petite famille en l'espace de 2 mois. Et 2 enfants déjà bien grands, une belle maison, une femme charmante avec des réseaux, de l'argent. Enfin, c'est quand même très un beau résultat en si peu de temps. D'ailleurs, à un moment, sans doute, Joséphine a dû douter de ses intentions, parce qu'il y a une lettre où il lui dit « Mais non, mais je ne suis pas comme ça. » On ne sait pas bien de quoi ils ont parlé, mais non, mais tu as l'air de douter, mais non, mais non, mais non. Est-ce qu'elle s'est dit « Il est 6 ans de plus jeune que moi, je suis riche, j'ai un hôtel, des enfants, etc. Pourquoi il est là ?» Elle peut se le demander légitimement. Lui assure que non, et effectivement, il est très amoureux, sa correspondance le prouve. Enfin, on va revenir sur ses sentiments, mais ils existent, c'est clair. Il dira quel empire possèdes-tu sur moi, Joséphine. Et ça, c'est probablement ce qui a aussi décidé Joséphine, c'est que, en 2 mots, voilà une femme qui a toujours cherché à avoir son homme et le dominer. On le sait parce que pourquoi ces 2 liaisons précédentes, ces 2 hommes l'ont quitté. Premier Alexandre, je l'ai dit, c'est parce que il a dit que c'était un tyran domestique, donc il n'en pouvait plus. Et le second, qui est le général Hoche, avec lequel elle a eu une liaison après la mort d'Alexandre, hein, elle était séparée puis veuve, hein, donc elle avait bien le droit. Le général Hoche, c'est intéressant aussi, alors il ne la nomme pas, mais on sait que c'est elle, hein, parce que en recoupement, que dit Hoche? Il dit « Cette femme en veut trop de moi ». Bref, elle veut un homme qu'à elle, qu'elle possède, qu'elle domine, et pas ce petit, pas par la taille, mais ce général Bonaparte qui s'est jeté à ses pieds, qui ne jure que par elle, et ça la comble, c'est ce qu'elle voulait. Alors, cette possession est-elle de l'amour? Alors, au XVIIIe siècle, le dictionnaire dit que l'amour, c'est de la possession. Donc, peut-être qu'à ce prisme-là, elle est amoureuse, mais à sa façon, elle l'est aussi. Enfin, en tout cas, elle est très attachée. Elle est très attachée parce que, contrairement à ce qu'on croit, c'est elle qui pousse au mariage. Hein.
c'est elle qui veut se l'attacher, se marier avec lui. Alors ça, c'est une gravure de Job où effectivement, elle rend avec son notaire, maître Raguido, qui lui dit mais pourquoi vous épousez ce général? Il n'a que la cape et l'épée. On le voit d'ailleurs à la porte, un petit peu qui écoute. Alors la scène est sans doute réelle. Hein. Bon, elle est un peu enjolivée, mais c'est vrai que c'est elle, si je puis dire, le bon parti. Et il y a un contrat de mariage qui est plus important. Je vais y revenir que le mariage lui-même. Ce contrat, on voit très bien que Joséphine, eh bien, se l'attache et essaye de l'interdire de partir. Parce que dedans, il est dit que s'il rompt, hein, que lui d'ailleurs, que s'il s'en va, enfin s'il la quitte, s'il y a divorce, eh bien, il lui devra une rente de 20 000 francs par an, ce qui est quand même une belle somme. Donc, quand on connaît le caractère intéressé des Bonaparte, c'est quand même, je veux dire, il va y réfléchir à deux fois. Hein. Plus d'autres considérations. Alors, il n'y a pas l'inventaire, ce qui était prévu de ce qu'elle possède, mais bon, elle en possède déjà beaucoup, hein, des chaussures, des robes, etc., la ruche en traîne, etc. Et il y a ce que posséderait Bonaparte, et c'est très drôle parce que c'est blanc, c'est vierge. En fait, il n'y a rien, il n'y a probablement rien, effectivement, ou à lui. Peut-être son cheval, sa selle, son uniforme. Enfin bon, on n'a pas jugé bon de mettre ce qu'il avait, c'est même barré. Mais en tout cas, elle a un contrat qui l'attache. Ça, c'est beaucoup plus important que le mariage civil qui est à l'hôtel de Mondragon le 9 mars 1796, ce fameux mariage où elle va l'attendre, c'est vrai, pendant des heures. Alors, on a dit qu'elle s'était habillée en bleu, blanc, rouge, enfin que la robe, on ne sait pas si c'est vrai. Enfin, en tout cas, elle l'a attendu longtemps. Il y a Barras, il y a Madame Talien, non, il y a Talien. Et lui, il est en retard, il arrive, on entend ses pas, il entre dans la salle et il dira à l'officier d'état civil qui avait été remplacé parce que le précédent était allé se coucher, eh bien, mariez-nous vite. Effectivement, une demi-heure, ils se marieront et avec plein d'irrégularités, on le sait, hein, elle a été rajeunie de 5 ans, lui vieillit d'1 an, alors juste 1768, mais juste après que, eh bien, juste au moment où la France a la souveraineté sur la Corse, parce que sinon il naît génois et donc pas français. Donc il a calculé ça, et elle est née en 1767. Donc ils ont très peu d'écart. Coquetterie sans doute, mais tout est faux. Hein. Les domiciles, les professions, le témoin, le marois n'a pas la majorité requise, 21 ans à l'époque, etc. Enfin, c'est un superbe faux, mais tout le monde s'en fout, je dirais, excusez-moi d'être un peu... Puisque l'essentiel, c'était avant. C'était le contrat. Alors pourquoi elle a voulu ce mariage si vite? Bon, déjà, ils s'entendent, le couple fait couple, tous les témoins le disent. Hein, et c'est comme si ce couple, quand il apparaît, malgré leurs différences d'aspect, de caractère, de parcours, etc., même si j'ai rappelé leurs traits communs, eh bien, c'est comme si il avait toujours été là. Enfin, ça semble très, très naturel, et tout le monde l'explique, ça. Hein. Et justement, enfin, voilà, il n'y a aucune pudeur, enfin, au sens, je vais dire, bien sûr, contenu du terme, mais voilà, il n'y a pas de retenue, ils sont ensemble et point. Et ça ne me pose pas problème, ça semble assez évident, si vous voulez. Donc elle l'a voulu parce que bon, il est nommé général en chef de l'armée d'Italie, elle le sait, il va partir en campagne, donc partir en campagne, il a 26 ans, bon, il peut mourir, il peut blesser, il peut rencontrer une autre femme en Italie. Elles ne sont pas toutes vilaines, loin de là. Donc, bref, voilà, il y a des dangers plus pour elle que pour lui. Il faut le reconnaître. Donc, enfin, aussi pour lui, mais je veux dire pour le couple, elle peut se dire, dans le fond, est-ce que ça va vraiment durer? Donc, faisons ce mariage avant qu'ils partent à la va-vite, hein, puisque effectivement, il y a le mariage civil le 9 mars et lui, il partira le lendemain. Donc on accélère, mais c'est avant tout pour fortifier ce couple. Alors j'en profite pour dire que quand Napoléon caractérisera sa relation avec Joséphine à Sainte-Hélène, il aura des mots plus qu'aimables, même très amoureux, etc. Mais enfin, il dira cette phrase à Gourgaud, c'est Peter X qui ici l'a décrypté aussi. Il aura cette phrase un petit peu, enfin, qui n'est pas forcément élégante. Il dira « Joséphine m'avait mis le grappin dessus ». Bon, ça veut tout dire. Hein, je veux dire, et c'est exactement ce qui va se passer ensuite, parce que
j'y reviendrai un peu, mais en réalité, elle a toujours cherché à le suivre, même en campagne, pendant la campagne d'Italie, même en Égypte, elle a voulu embarquer, ensuite dans toutes les campagnes, c'est plutôt lui qui disait non, non, mais c'est dangereux, ne viens pas, enfin, sauf au début pour la première, mais pour toutes les autres, en fait, elle est derrière. Et Napoléon, on dira aussi à Sainte-Hélène, mais quand moi j'avais l'habitude de visiter, il avait toujours cette habitude-là d'aller visiter les administrations, les musées, tout ce que vous voulez, à 6 ou 8 heures du matin pour surprendre les gens et ne pas découvrir des villages Potemkin. Eh bien, il disait, quand je montais dans ma voiture, je la trouvais déjà tout habillée. Il était 6 heures, elle avait dû se lever à 4 heures, parce qu'il lui faut 2 heures pour se préparer. Donc, elle ne me lâchait pas. D'ailleurs, dans leur correspondance, j'y reviendrai un peu après, il lui fait souvent le reproche d'être beaucoup trop invasive, hein, et d'être beaucoup trop collée à lui. Et c'est plutôt, il y a aussi l'histoire du lit, etc. Enfin bon, parce qu'ils font lit commun ensuite, mais lui, il aimerait bien à des moments dormir seul ou avec une autre. Enfin ça, on est plutôt au début de l'Empire, mais voilà, là, elle aussi. Voilà, juste pour le lit, il faut savoir, c'est encore lui-même qui le dit, mais on a tous les témoignages. Vous savez que Napoléon travaillait très tard. Et la caractéristique de Joséphine, c'était de l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Même à 3 heures du matin, elle était encore éveillée. Et voilà, puis c'est évidemment, on imagine la scène de couple. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé? Oui, oui, avec Talleyrand. Tu es bien sûr avec Talleyrand? Oui, oui, mais si, on a fait ça, on a fait ça. Bon, voilà. Et il l'a trouvée toujours réveillée, elle l'attendait. Et parfois, elle a essayé de monter dans le cabinet pour vérifier si c'était bien Talleyrand et pas une actrice, mais je vous raconterai un petit peu ça tout à l'heure. Enfin bref, comme les deux autres hommes, en fait, si je puis dire, elle l'a suivi, elle ne l'a pas lâché. En réalité, ça, c'est la preuve et dès le début, ça commence. Alors, cette correspondance, c'est celle qui fonde, bien sûr, l'intime, hein, aussi des exemples des lettres de Napoléon à Joséphine, avec cette calligraphie épouvantable. Je me demande parfois si elle arrivait à tout lire, je ne suis pas sûr, parce que, bon, il est gaucher, mais enfin, les gauchers peuvent bien écrire, mais enfin, là, c'est épouvantable. La plupart du temps, François Houssaye, qui a travaillé la correspondance de Napoléon, on a presque perdu la vue. Hein. D'ailleurs, il a des lunettes, il a dû changer de lunettes. Hein. Bref, c'est quand même, voilà, on arrive à lire des choses, mais enfin, comme les mots, il n'y a pas vraiment de séparation entre les mots. En plus, il y a quelques fautes parfois, mais c'est pas tant ça l'essentiel. C'est que, en fait, c'est comme un continu. Hein. Chez lui, il n'y a pas ni de ponctuation, ni vraiment de mots séparés. Enfin, bref, c'est assez épouvantable, mais bon, c'est ce qu'elle recevait. Et puis surtout que parfois elles sont très longues pour elle. Hein, donc chez les autres, pour les autres, il dicte la plupart du temps, mais pour elle, il écrit bien sûr lui-même. Mais parfois c'est très long, alors que pour les autres, hein, sa famille notamment, c'est beaucoup plus court. Donc là, je veux dire, on peut passer un petit temps à tout déchiffrer, surtout que ça fait 3-4 pages de son écriture. Alors, ce qui est très intéressant de cette correspondance, c'est qu'il faut quand même regarder un petit peu tout ça de très près, notamment en la comparant, on va le voir, avec la littérature. Alors, déjà, je m'empresse de dire que nous possédons, je rappelle dans le livre, l'historique des lettres de Bonaparte à Joséphine, hein, comment elles nous sont arrivées jusqu'à nous. Alors Joséphine les avait conservées, puis Hortense en a récupéré une partie, puis une autre partie a été volée, mais est revenue. Enfin bon, tout un long feuilleton jusqu'en 1979, où on commence à avoir un corpus à peu près presque complet, on va dire. Il en manque sans doute, mais enfin, on en a quand même beaucoup. Mais n'existent pas les lettres de Joséphine à Napoléon. Alors lui, il les a sans doute fait disparaître, peut-être en 1814, sans doute d'ailleurs. On a, à part une, hein, je vais y venir assez rapidement, une seule avant la séparation, donc ça fait pas beaucoup, hein, contre lui à peu près un peu plus d'une centaine, même s'il en manque sans doute. Pourquoi les a-t-il fait disparaître? Sans doute que ça ne correspondait pas à la postérité qu'il voulait laisser. Il apparaît sans doute, enfin pas faible, mais sans doute que Joséphine, et on le lit à travers les réponses qu'il lui fait, le mettait en cause, le bousculait un peu. Bref, c'était pas l'image du conquérant. Enfin, vous voyez bien, hein, qui passe le grand Saint-Bernard sur son fier destrier. Il faudrait imaginer derrière Joséphine qui lui dit où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Tout ça. Enfin, vous voyez, quelque chose qui n'allait pas, à mon avis, parce qu'il les a brûlés.
Et la seule qui est restée, c'est parce que probablement Joséphine en avait fait une copie ou en a fait une deuxième version, et la première version est restée dans ses papiers, et donc Hortense l'a eu. Sinon, on en aurait zéro, rien du tout. Alors, elle les a conservés. Donc déjà, on a un déséquilibre parce que lui s'exprime abondamment et elle pas du tout. Donc on a l'impression qu'il ne fait que lui écrire, qu'elle ne répond jamais, puisqu'on n'a pas ses lettres. Donc déjà, on a une impression d'une femme froide face à un homme chaleureux qui se lamente, etc. Alors on ne va pas refaire toute la correspondance, bien entendu, mais il faut comprendre plusieurs choses. D'abord, la première chose, c'est que Bonaparte est un insatisfait chronique, que rien ne lui va, puisque dans ses réponses, il dit à Joséphine, tu ne m'as pas écrit, etc. Je suis malheureux, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Et puis quand elle lui écrit une lettre, alors apparemment, d'après ce qu'il dit, eh bien, très, très enjouée, enfin très aimante, il dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu m'as écrit? C'est celle-ci d'ailleurs, on va la lire. Mais le manque est encore plus fort, je meurs, bref. Il meurt tout le temps, donc pas vraiment, hein. Puisqu'il survit, mais c'est comme ça une correspondante désespérée, plaintive, voilà, où on se dit, ce pauvre homme, qu'est-ce qu'il souffre? Alors en même temps, il livre les batailles, on le sait, dans la campagne d'Italie, il les écrit au soir des batailles, et tout ça. Sauf que si vous remarquez bien, alors ce style, on va dire, littéraire, on va y venir tout de suite, il ne l'a écrit que pour Joséphine. Dans les autres, sous le contrôle de François Hautsec, qui connaît par cœur les 45 552 lettres de Napoléon, il n'a écrit à Joséphine dans ce style sur lequel on va revenir qu'à elle. Les autres, c'est très directif, très descriptif, bien sûr impérieux, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas cette dimension littéraire. Même chez Désiré Clary, c'est pas aussi fort. C'est beaucoup plus fort avec Joséphine. Mais dans ces lettres, si vous regardez bien, il y a un premier passage, on va dire, lyrique, emporté, très littéraire. Et puis en dessous, il y a quelque chose de plus direct, prosaïque. Hein, en gros, si vous voulez, voilà. C'est celle-ci, par exemple, 3 avril 1996. Il est à ce moment-là en train de commencer la campagne d'Italie. J'ai reçu toutes tes lettres, mais aucune n'a fait sur moi l'impression de ta dernière. Y penses-tu, mon adorable ami, de m'écrire en ces termes? Crois-tu donc que ma position n'est déjà pas assez cruelle, sans encore accroître mes regrets et bouleverser mon âme? Quel style, quel sentiment que ceux que tu peins, ils sont de feu, ils brûlent mon pauvre cœur. Magnifique, non? Et sauf qu'après, il ne lui dit pas qu'il a fait les courses, etc., mais il lui parle de manière plus prosaïque. Donc il y a toujours deux niveaux. Il y a ça, et ensuite, tu sais, j'ai vaincu les Autrichiens, voilà, tu n'oublieras pas de donner ça à Hortense, etc., machin, enfin, comme on écrirait, voilà, de manière, comme s'il y avait déjà un double langage. Alors, prenons celle-là, 3 avril 1796, et prenons Saint-Preux à Julie, la nouvelle Héloïse de Rousseau. Qu'as-tu fait, ma Julie? Tu voulais me récompenser, tu m'as perdu, je suis ivre, ou plutôt insensé, mes sens sont altérés, toutes mes facultés sont troublées par ce baiser mortel. Tu voulais soulager mes mots cruels. Tu les aigris, c'est du poison que j'ai cueilli sur tes lèvres, il fermente, il embrasse mon sang, il me tue et ta pitié me fait mourir. Ça ressemble pas? Dans le style, la lyrique, la ponctuation, cruelle, il y en a d'autres. Hein. Alors... deux solutions. Ou il était en manque d'inspiration et la nouvelle Héloïse n'était pas très loin et disons qu'il a un petit peu recomposé tout ça. Ou alors c'est un message. Ou alors on joue. C'est-à-dire qu'on pastiche, en l'occurrence, là, des classiques. Et puis, c'est pas que c'est pas sérieux, mais on s'amuse avec ça, quelque part. Ce qui me fait dire ça, c'est que la réponse de Joséphine, je vais vous la donner, alors beaucoup plus tard, parce que la lettre est 1803, la voici. Alors c'est une des... Joséphine à Bonaparte, 14 novembre 1803. Une lettre est le portrait de l'âme, et je presse celle-ci contre mon cœur. Si un mouvement de joie passe jusqu'à ton âme, si la tristesse vient te troubler un moment, ce sera dans le sein de ton ami que tu répandras ton bonheur et tes peines. Tu n'auras pas de sentiments que je ne partage. Quand on dit que Joséphine n'écrivait pas des lettres un peu enflammées, elle aussi pouvait être littéraire, sauf que lettre à Madame de Mercueil, les liaisons dangereuses, Coderlo de Laclos. Mais une lettre est le portrait de l'âme. Si un mouvement de joie passe jusqu'à ton âme, si une tristesse involontaire vient la troubler un moment, ce ne sera donc pas dans le sein de ton ami que tu répandras ton bonheur ou ta peine. Tu auras donc un sentiment qu'il ne partagera pas. Là, c'est encore plus copié.
Alors là aussi, vous allez me dire, bon, Joséphine, bon, c'est vrai, elle n'était pas réputée pour une très grande lettrée. Elle avait peut-être aussi l'ouvrage de Colère-Laclos pas très loin. Je ne sais pas quoi lui écrire. Je recopie. Parce que là, bon, alors moi aussi, je me suis dit, poser la question, pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs, en se disant, mais bon voilà, parce que c'est vrai, hein, quand on ne sait pas quoi écrire, bon, dans le fond, des choses déjà écrites, on les reprend. Mais la chose intéressante, c'est qu'en 14 novembre 1803, Colère de Laclos vient de mourir. Il vient de mourir et c'était un ami du couple. Bonaparte, comme Joséphine, le connaissait bien. Très bien d'ailleurs, il est mort à Naples, ce qui était comme général en chef commandant l'artillerie. Alors, voilà un ami qui vient de mourir. Joséphine qui pastiche une de ses lettres. Est-elle bête au point de leur ami commun, Napoléon a sans doute lu Les Liaisons dangereuses, de prendre le risque, si je puis dire, de pasticher cela et de vouloir le duper? Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'un mois après la mort de Colère de Laclos, elle se soit mis à copier ce passage des Liaisons dangereuses. Ce passage des Liaisons dangereuses, c'est une lettre à Madame de Merceuil, par celui dont j'ai oublié le nom, mais qui est le naïf de l'histoire. Et en fait, Joséphine répond à une lettre dans laquelle Bonaparte, qui est au camp de Boulogne, à ce moment-là, lui dit non, mais voilà, moi j'aimerais bien retrouver la bonne Joséphine. En gros, tu n'arrêtes pas de me mettre en cause, etc. Moi, j'aimerais bien que voilà, tout ça revienne à la normale. Moi, j'aime bien celle qui se plaint pas. Tu n'arrêtes pas de te plaindre, etc. Et elle fait cette réponse. Et en fait, c'est en pastichant le naïf qui écrit à Madame de Merceuil, qui est l'intrigante, comme si elle était en train de dire oui, tu sais, je te réponds un petit peu naïvement, etc. Toi, tu es un peu pas l'intrigant, mais un petit peu le maître. Mais voilà, ne sois pas dupe, en gros. Tout ça, ce sont des messages, je veux dire. Ils sont en train de prendre des classiques pour dialoguer par classique interposé. Parce que la réponse de Napoléon à Joséphine, c'est pas ni Rousseau, ni tout, c'est 21 juillet 1804 qui est à Boulogne. Ce spectacle était grand, il venait d'y avoir un naufrage. Des coups de canon d'alarme, le rivage couvert de feu, la mer en fureur et mugissant toute la nuit dans l'anxiété de sauver, de voir périr ces malheureux. L'âme était entre l'éternité, l'océan et la nuit. C'est beau, hein? Et océan, veillée poétique. Quel spectacle ici-bas, mille sombres vapeurs, des astres de la nuit éclipsent les lueurs. L'océan mutiné soulève les orages, gronde dans tous ses flots, franchit tous ses rivages. Il était admirateur d'Ossian. C'est le style. Ossian, que connaissait Joséphine, il lui a écrit, hein, il lui a dit très tôt, mais tu connais notre très bon Ossian, ce qu'il dit sur l'amour, etc. Donc, je veux dire, je pense qu'il ne faut pas prendre leurs échanges au premier degré. On les a trop pris au premier degré. Donc si on les prend au premier degré, bien sûr, on se dit, ce pauvre homme, surtout dans sa correspondance en Italie, il est au comble du désespoir, mais qu'est-ce qu'il lui écrit de magnifique, etc. Et elle ne répond pas, la voilà qu'elle s'amuse à Paris. Et en plus, on sait que quand elle recevait des lettres, une fois de Bonaparte, elle a dit « Oh, comme il est drôle, ce Bonaparte !» Ben oui, comment il est drôle. Si vous pastichez la nouvelle Héloïse, vous avez tendance pas à rire, mais enfin, vous amusez un peu, forcément. Et là-dessus, si vous greffez, alors ça reste une hypothèse, hein, ils n'ont pas commenté ça, mais enfin, il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi, quand il évoque le poignard d'Othello, il y a aussi, enfin bon, etc., etc., etc. Bref, il faut la reconsidérer. Alors, la difficulté avec eux, que j'ai trouvé que, justement dans cette étude du couple, c'est que voilà deux personnages qui se sont mis à jouer, à être comédiens, mais comédiens d'eux-mêmes, à jouer leur propre rôle. C'est à savoir parce qu'il y a comme un dédoublement, comme pour l'un comme pour l'autre, et surtout pour lui, comme si à la réalité il fallait ajouter une autre dimension, épique, poétique, lyrique, qui sublime la réalité et l'enjolive. Et donc on ne sait plus très bien qu'est-ce qui est du véritable sentiment, de l'écrivain. J'ajoute que cette correspondance à Joséphine est la suite directe de ses œuvres littéraires des années 93, 94, 95, le fameux Clisson et Eugénie, ce roman que Peter Higgs a édité au moment de sa relation avec Désiré Clary, le dialogue sur l'amour avec qui fait dialoguer avec Desmazis, son ami d'enfance, dans lequel, si vous voulez, vous avez toujours, et c'est le cas de sa correspondance en Italie, un général partagé, enfin un militaire partagé entre la gloire,
qui l'éloigne de son amour, et évidemment l'amour qui est comme ça au loin, donc qui balance. Est-ce que eh pour la gloire, je sacrifie l'amour, ou est-ce que pour l'amour, je sacrifie la gloire? Bon, c'est très littéraire tout ça. Sauf que ça n'a probablement pas existé. Enfin, à aucun moment, Bonaparte n'a voulu retourner. Alors, il y a fait croire, on s'en est un peu inquiété, mais il n'a jamais quitté le champ de bataille. Hein. Pour étudier en ce moment un peu plus la campagne d'Italie, je peux vous assurer qu'avec tout ce qu'il a fait, mis, etc., il était très concentré sur le sujet. Hein. Alors, probablement qu'à des moments, il y a eu des moments de spleen, des moments un peu plus difficiles, mais je veux dire, il n'a jamais quitté l'armée pour retrouver Joséphine. Il aurait pu à des moments, hein, puisque après les victoires, il a envoyé Murat, notamment Junot, porter des drapeaux. Il aurait pu se rendre à Paris. Et ensuite, j'ajoute que la séparation, cette première séparation, n'est de loin pas la plus longue entre eux. C'est même presque la plus courte, puisque en fait, il part le 10 mars et elle arrivera à Milan en juillet, mi-juillet. Donc en fait, c'est un peu plus, c'est 4 mois. Et, si vous comptez les voyages, en fait, Joséphine est partie fin juin, donc quasiment 3 mois après lui. Hein. Donc c'est pas une séparation énorme pour l'époque, loin de là. Ce sera beaucoup plus long en Égypte. Ou pendant la campagne 1805, 1806, 1807, etc. Donc voilà, il y a un éloignement, mais avec lui et elle même, hein, il faut se méfier de ce qu'ils ont pu vouloir nous dire, parce que voilà, on risque de pas l'interpréter. Ils ont cette manière, si vous voulez, pas forcément de désigner les choses, de ne pas dire les choses entre eux, de paraphraser, de pasticher, de mettre. Alors c'est pareil aussi. Bon, les enfants ne sont pas encore couchés, donc je ne peux pas entrer dans le détail, mais pour l'entente sexuelle. Là aussi, alors bon, évidemment, les mots ne sont pas crus, il y a aussi des sortes de paraboles, de mots joliment choisis, de codes que maintenant on arrive à comprendre de quoi ils parlent, mais voilà, ce n'est pas très direct non plus. Comme si, je vous dis encore une fois, il fallait être, oui, écrivain, littéraire dans tout cela. Et encore une fois, ils n'ont fait que, enfin pour Joséphine, ça c'est le cas aussi, ils ne l'ont fait que entre eux, tous les deux. On n'a pas d'autres exemples de Joséphine pastichant de la clos je ne sais qui pour sa fille, son fils, Alexandre ou je ne sais qui. Elle a toujours été très directe et même un peu sèche dans sa correspondance. Il n'y a que là où elle fait un petit effort, si je puis dire, sur cette correspondance. Donc voilà ce couple qui se forge à travers toutes ces dimensions, si je puis dire, hein, mais ce qui n'exclut pas que, évidemment, qu'ils soient amoureux et finalement qu'ils se rejoignent sur beaucoup de choses. Parce qu'évidemment, ce jeu-là, hein, en amour, le jeu compte aussi, hein, eh bien, ils ne le jouent qu'entre eux. Donc, c'est quelque chose qui leur appartient, qui sans doute les amuse, les rassure, etc. Enfin bon. Alors, je peux pas, je m'excuse, je n'ai pas l'heure, hein, je veux pas être truc, mais si je veux pas, on a le temps encore. Hein. Ah bon, ça va. Voilà, non, j'ai pas de, oui. Non, parce qu'il faut quand même parler du grandiose. Sur l'intime, on pourra encore y revenir, mais il y a comme ça. Merci Laurent, parce que j'ai pas de montre ce soir. Donc le grandiose. C'est l'autre partie, je le disais, voilà, ce couple qui a connu l'exceptionnel. Enfin, il faut quand même se rendre compte, disons que, par exemple, en 1794 ou 1795, quand ils se connaissent, si on avait dit à un Français, vous savez, dans moins de 9 ans, vous verrez une créole et une corse qui se sacrent à Notre-Dame de Paris, je crois qu'il vous aurait traité de fou. Hein. On aurait dit, mais qui c'est Ou si un romancier avait écrit ça, on aurait dit, mais ça va pas ou quoi Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est effectivement, ça paraît pas n'importe quoi, mais c'est devenu quelque chose, ils nous l'ont fait croire, mais enfin, a priori, ce grandiose-là, il n'aurait été pas destiné. Alors d'autant que ça commence plutôt mal, parce qu'en fait, le mariage dont je vous ai parlé tout d'abord, voici une caricature anglaise, hein, en hommage à Peter Hicks, qui est anglais, mais qui est plus français maintenant qu'anglais, où vous voyez
le roi ventripotent du directoire Barras en train de contempler deux femmes nues que sont Madame Tallien et Joséphine en train de danser derrière un voile et un petit général derrière qui veut bien participer au spectacle et qui joue les voyeurs en disant voilà tout ça ce ne sont que des débauchés, des corrompus avec ce pauvre petit général qui essaye de tenir son rang on va dire mais voilà les femmes sont des courtisanes peut-être un peu plus devant cette espèce de roi débauché avec ce petit général. Ça, c'est la caricature anglaise, mais il faut savoir que les thermidoriens, comme on les a appelés, hein, c'est-à-dire ceux qui succèdent à Robespierre, eh bien, ils sont attaqués à droite par les royalistes, puisqu'il y a eu 13 Vendémiaire qui répriment les royalistes, et ils sont attaqués à gauche par les jacobins extrêmes, les anciens partisans de Robespierre, les partisans de l'égalité. Donc, quelque part, le thermidor est au centre, à l'extrême centre. Rappeler des choses d'aujourd'hui, mais disons qu'ils sont attaqués des deux bords et que la première attaque sur le couple, très intéressante, ce sont les royalistes. Les royalistes qui vont tourner en dérision le mariage de Napoléon et Joséphine dans une feuille, j'ai oublié le nom, mais qui est une feuille royaliste où il y a tout un paragraphe sur ce mariage qui est effectivement tourné en ridicule. On dit que Joséphine a 40 ans, qu'elle a les dents pourries. Alors c'est vrai que son hygiène, enfin ses dents, il y avait quelques problèmes puisqu'elle avait toujours un mouchoir d'éther devant elle pour je ne commande pas plus que lui en même temps que tout ça est une farce et que ce n'est pas sérieux. Pas sérieux, ce qui est le prélude à ce qu'on va dire ensuite, et longtemps, on va dire, mais voilà, elle était l'amante de Barras, Joséphine, il ne savait pas comment s'en débarrasser, sans jeu de mots. Il l'a refilé à Bonaparte, et pour prix du cadeau d'un corbeille de mariage, il lui a donné le commandement de l'armée d'Italie. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le scandale, mais qui a commencé, alors pas avec cette image-là, mais enfin, c'est un peu le même esprit, par les royalistes qui ont mis ça. Et ce qui va prospérer. Alors c'est vrai que le rapprochement des dates, la précipitation, leurs différences sociales, pourrait se dire tout ça est un petit peu louche. On nous cache tout, on nous dit rien. Vous savez, c'est voilà. Sur les couples, dès que différence d'âge, alors je ne ferai pas de commentaires avec aujourd'hui, mais voilà, on se dit c'est tout ça un peu bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin. Voilà, alors on recoupe, bien sûr, on dit, ah ben oui, il a eu le commandement de l'armée d'Italie, mais bien sûr, Barras, on le sait, sa maîtresse, tout ça. Bon, tout ça est entièrement faux. D'abord, Barras n'a pas été l'amante de Joséphine. On sait, on est à peu près convaincu maintenant qu'il était homosexuel, ce qui ne veut pas dire qu'il ait eu des aventures féminines, mais pour Joséphine, on ne serait même pas situé dans le temps ni dans l'espace où ça aurait pu se dérouler exactement. J'y reviens pas, mais c'est ça. Ensuite, le commandement de l'armée d'Italie ne l'a pas eu du tout. Alors Joséphine, effectivement, à proximité, ça a pu compter, mais c'est pas ça du tout. C'est parce qu'il est général en chef de l'armée de l'intérieur, qu'il est en quelque sorte celui qui assure la protection des directeurs. Il est très proche de Carnot, de la Rebellière, etc. Et petit à petit, comme il est tous les soirs avec eux, les directeurs, et qu'il est question de la campagne d'Italie, et qu'il a été en Italie comme général en chef de l'artillerie en 94, il donne ses avis, et qu'il a envie d'y aller. Tout ça se fait, surtout que le général qui l'a précédé, Scherer, a démissionné. Bref, ça n'a rien à voir avec une corbeille de mariage, même si Barras est présent, même si Barras est pour ce mariage. Mais bon, voilà. D'ailleurs, Joséphine, comme lui, le remercieront comme un ami, mais il n'y a rien de trouble à tout ça. Mais en tout cas, ils ont été très vite marqués par, si je puis dire, cette image. Et tout de suite, qui dit célébrité dit aussi calomnie. Ils l'ont eu très vite, très rapidement, et pour eux, ça va durer. Mais il y a la célébrité. Parce que parallèlement, il y a un discours officiel. Et là, alors il faut bien se rendre compte que, si je puis dire, la publicité, la célébrité, la communication, la propagande ne commence pas avec Bonaparte. Parce que effectivement, il fondera des journaux en Italie, mais ce ne sera qu'en juillet 1797, donc c'est bien plus tard, un an et demi. Celui qui met en scène le couple, c'est d'abord le Directoire. C'est d'abord le Directoire parce que le Directoire, c'est un régime pas
discrédité, mais qui a du mal à s'imposer. Je l'ai dit, attaqué à gauche, à droite. Les directeurs n'ont qu'une peur, c'est que voir une foule en bas de chez eux qui veut les lyncher. Bref, il leur faut une légitimité. Voilà ce général qui gagne des victoires, ce qui est bon pour eux. Il a un certain verbe, on publie ses lettres, de victoire, ou qui sont comme ça très littéraires, sans avoir les accents lyriques de sa correspondance avec Joséphine. Mais bon, donc on se sert de lui. Et par exemple, quand les drapeaux arrivent à Paris, il y a une cérémonie au Champ de Mars, où on élève un arbre de la liberté avec les drapeaux. Joséphine est là, on la met en scène. Et elle aussi, comme, si je puis dire, l'incarnation de Bonaparte à Paris, eh bien, elle apparaît. Elle apparaît dans la presse avec ce surnom. Je lis la feuille partisane, enfin, qui est pour le régime. Hein. Dans une société de Paris, on a donné à Madame Bonaparte, et encore, le nom de Notre-Dame des Victoires. C'est une galanterie de bon goût, et cette manière d'honorer les triomphes d'un guerrier dans la personne qui est la plus chère est un hommage plus flatteur qu'une louange plus directe. Alors, bon, Notre-Dame, alors Madame Tallien avait été appelée Notre-Dame de Thermidor, elle Notre-Dame des Victoires, elle se rappelait aussi Notre-Dame de Bon Secours. Bon, certes, je vous l'ai dit, Madame Tallien ou Joséphine n'étaient pas des courtisanes, mais enfin, de là à les appeler Notre-Dame, non la Vierge, il ne faut pas quand même non plus exagérer. Mais vous voyez, on est allé dans l'excès inverse. Ça, je veux dire, mais voici les feuilles du temps, et ça va se répéter. Et surtout, ce qui va se répéter, c'est que cette fameuse Notre-Dame des Victoires, on va mettre en scène, si je puis dire, la Joséphine qui porte chance. C'est que on va finir par dire que, eh bien, elle reçoit des lettres de victoire, et que forcément, quand la nouvelle arrive par elle, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, on apprend la victoire, on ne sait pas exactement où, quand, comment encore, mais on sait qu'il y en a eu une parce qu'elle a reçu une lettre de victoire, et ça y est, donc Notre-Dame des Victoires. Et donc voilà un personnage qui porte chance, qui s'ajoute au général, et donc médiatiquement, c'est le couple qui apparaît. Alors, il y a un peu plus pour le général, bien sûr, mais je veux dire, elle n'est pas du tout dans l'ombre, alors même qu'on n'a pas d'indication positive que ce soit elle ou que ce soit lui ait demandé ce statut, si je puis dire. C'est ce régime qui, je le dis, cherche sa légitimité, donc qui installe ce couple médiatiquement dans un rôle, voilà, le rôle du héros guerrier, pardon, et d'elle, de cette femme qui porte chance, cette Notre-Dame, déesse de la fortune, on va dire. Bref, une sorte de couple qui enchante, qui peut faire rêver dans une période qui reste agitée et très difficile. Alors, ça va vite aussi se concrétiser sur la toile, si je puis dire. Alors, pas la nôtre, mais les toiles d'Appiani. Parce qu'en Italie, où elle arrive donc en juillet 1796, vous voyez ici à gauche le portrait qu'Appiani a réalisé, enfin le portrait en pied qu'il a réalisé aussitôt après l'entrée de Bonaparte à Milan en mai 1796. C'est la victoire de Lodi qui est représentée avec l'ange là, c'est le génie de la victoire qui écrit la destinée, qui écrit les victoires du général Bonaparte. Et donc c'est le dieu de la guerre déjà, Mars, la victoire, le génie de la victoire. C'est une figure classique de l'époque, mais assez rapidement, quand il y a le portrait en pendant, qui est celui de Joséphine, et ça c'est très intéressant, dès qu'elle arrive en juillet 1796, il y a ce portrait d'elle, par Appiani toujours, donc elle offre une myrte en l'honneur du héros, mais la scène qui est représentée aquatique, c'est le triomphe de Vénus, qui est une toile de Rubens. Bref, vous avez de manière iconique le général génie de la victoire et Joséphine, le triomphe de Vénus, qui est très rapidement installé par les arts, et c'est ce que j'ai appelé Vénus en contrepoint de Mars. Et ça, c'est le positionnement, sans doute qu'ils n'ont pas voulu, mais qui correspond à la fois à leur caractère et qui va leur servir, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que ce général, il ne se contente pas de livrer bataille, il veut le pouvoir, on le sait. En Italie, on comprendra assez vite qu'il ne s'arrête pas au champ de bataille, mais qu'il pense à la politique. Et bon, alors certes, un général, c'est un homme d'ordre qui peut rassurer, etc. Pardon aux généraux dans la salle, mais enfin, un général qui arrive au pouvoir,
C'est pas non plus. On peut s'inquiéter, disons, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va toujours nous faire la guerre? Est-ce que voilà, il est pas? Ça peut être inquiétant. Sauf si on dit à ses côtés, il y a quelqu'un de bienveillant, bienfaiteur, qui porte chance, et on le dit comme ça, qui saura corriger les excès du premier. C'est parfait. Comme ça, avec ce couple, on risque rien. On a l'image d'ordre, d'autorité, la victoire, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, on a la figure bienveillante, bienfaitrice, et donc comme ça, la douceur. Cette image-là ne cessera de se propager. Je ne vais pas faire toute l'historique de tout ça, mais évidemment pour les porter jusqu'à ce que j'ai appelé la consécration, qui est évidemment, ça c'est le dessin de la Fondation Napoléon préparatoire au sacre de David, qui a été transformé ensuite par le peintre, puisque Napoléon ne se couronne plus lui-même, vous savez, il couronne Joséphine, et c'est ce moment de coupe. Mais enfin, je veux dire, dans cette ascension, il y a ce côté médiatique, ce côté politique. Il y a eu, au moment, enfin, après l'Égypte, un moment, on va dire, dans le couple de crise, puisque quand il rentre d'Égypte, il veut divorcer. Il y a eu des bruits d'infidélité. Lui-même étant devenu infidèle aussi avec la Bélilote, ce qu'on appelait sa Cléopâtre en Égypte. Bref, comme on dirait assez trivialement, il y a de l'eau dans le gaz dans le couple. Mais ce qui est frappant, c'est qu'ils se réconcilient très vite. Alors, on ne sait pas si c'est quelques heures ou 2 jours, enfin, maximum 48 heures. En tout cas, ça va très vite. Ça sera Brumaire, à ce moment-là, alors qu'elle est l'espionne de Barras, c'est vrai, l'espionne des Bonaparte pour lui. Eh bien, à ce moment-là, elle se range entièrement derrière son époux. Ce sera la période consulaire. Dans la période consulaire, et là aussi, très vite, assez vite installée à côté de son mari, puisqu'il lui donne un rôle, elle reçoit les ambassadeurs. Elle est installée officiellement, on commence à avoir des dames du palais. D'ailleurs, on avait eu peut-être même déjà en Italie, on avait critiqué tout ça. Bref, le couple continue son ascension jusqu'à ce moment où il a voulu qu'elle soit sacrée à Notre-Dame. Ce qui n'était pas forcément évident, puisque depuis Marie de Médicis, on ne sacrait plus les souveraines, parce que après le sacre de Marie de Médicis, eh bien, Henri IV avait été assassiné, donc on pensait que c'était un mauvais présage de sacrer une souveraine. Ensuite, les Bonaparte, en disant 2 mots, les Bonaparte, si vous voulez, pour eux, ce fut, comment dire, ils sont tombés de leur chaise quand ils ont un petit peu appris tout ça. Un peu moins Joseph, qui était plus fin. Mais disons, les autres, ils sont passés d'un Bonaparte, enfin d'un Napoléon, qui était plutôt dans le clan, à eux, etc., à le voir au bras de cette femme, etc., un petit peu plus détaché, puis surtout qui donnait aux Beauharnais autant qu'aux Bonaparte, ce qui leur plaisait pas du tout. Parce que pour résumer les Bonaparte, tout ce qui était Napoléon était au Bonaparte, mais tout ce qui est au Bonaparte n'est pas à Napoléon. Donc c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mais enfin, le seul qui donnait vraiment, c'était lui, et il a fini par comprendre qu'il était le seul. Donc il a voulu un petit peu les mettre à distance, tous intéressés. Donc cet équilibre et les Bonaparte, sacrés Joséphine, pour eux, ça a été une pilule difficile à avaler. Ils se sont disputés, ils sont peut-être même battus. En plus, Napoléon avait voulu que les sœurs portent la traîne de Joséphine, ces fameuses scènes. On a fini par dire qu'elle ne la portait plus, elle la pinçait, parce que c'est un peu comme si ça sentait mauvais. On dit que Pauline avait voulu marcher sur le manteau pour qu'elle trébuche. Enfin bon, tout ça est possible. Enfin, en tout cas, elle détestait, parce que les 3 sœurs, il faut bien se rendre compte, c'est Joséphine en plus avec Napoléon qui ont arrangé leur mariage, même si pour Élisa c'était en Corse, donc pour Madame Mère ça allait, mais enfin avec Leclerc, cette femme qui était plus âgée évidemment, qui avec son expérience, elle est devenue comme plus qu'une belle-mère, et pour elle qui était beaucoup plus jeune, pas toujours éduquée, surtout Caroline, évidemment apparu, il y avait si je puis dire, une différence assez sensible, assez notable. Donc ils ont tout fait pour qu'elle ne soit pas sacrée, même couronnée, enfin plutôt couronnée. Mais il l'a dit, elle m'aurait accompagné partout et même dans les épreuves, donc elle sera là et c'est ma décision. Il n'est pas revenu dessus, même si après sur le tableau on s'est un peu arrangé. Dans le tableau, ce ne sont pas les sœurs qui portent la traîne, mais les dames de compagnie, les sœurs sont à l'arrière, alors qu'en fait elles étaient dans une posture servile. Mais bon, ça on s'est arrangé avec l'histoire, évidemment, et Madame Mère. Alors, Madame Mère qui n'était pas hostile à Joséphine, c'est pas très vrai.
bon, Moldemer n'était pas très chaleureuse de manière générale. Hein, donc, elle a porté le deuil pendant 50 ans, cette petite femme d'1,50 m, très austère. Bon, voilà, tout le monde la craignait, Napoléon Ier. Donc, bon, Joséphine, ça s'était plutôt bien passé. Hein, elle n'est pas au sacre, pas à cause de Joséphine, mais à cause de la brouille avec Lucien, puisqu'elle est en Italie pour se tenir. Qui est sans doute celui qui fut sans doute son fils préféré en réalité, Lucien, et qui, lui, pour des raisons, parce qu'il s'était remarié, et Napoléon n'avait pas voulu de ce remariage, il s'était exilé en Italie, et donc elle l'avait suivi. Mais ça n'avait rien à voir avec Joséphine. Mais enfin, par la suite, évidemment, l'hostilité continuera, il y aura des variations, etc. Mais plus le coup va monter, si je puis dire, en puissance, plus les nuages vont s'accumuler, parce que vous le savez tous, bien entendu, Joséphine ne peut plus avoir d'enfants. Ne peut plus avoir d'enfants. Très probablement, elle a été victime d'une infection au moment de la campagne d'Italie, qui l'a rendue stérile. Elle n'a pas été ménopausée de manière précoce. Le docteur Golcher, dans ses ouvrages, qui a largement détaillé tout ça. Je n'y reviens pas. Mais bon, on a longtemps cru, surtout que Joséphine a tout fait pour qu'on le croie, que peut-être Napoléon était stérile. Après tout, il avait eu 2 enfants, et lui, il n'en avait jamais eu. Peut-être que c'était lui. Mais sauf que, voilà, quand Caroline le met dans son lit, Éléonore de Nuel de la Plaigne, hein, sa lectrice, et qu'elle a un enfant, le comte Léon, qu'il a un enfant, pardon, avec elle, le doute n'est plus permis. Il sera encore moins permis, bon, ça c'est plus tard, quand il en aura un autre avec Maria Walewska. Alors, si le couple sous le consulat a fait lit commun, je l'ai dit, à partir de 1804, c'était toute une dispute racontée par Madame de Rémusat, Napoléon ne veut plus faire lit commun, il veut faire lit séparé. Bon, ils sont souverains, ça peut s'expliquer, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il a un petit peu envie de liberté, on va dire, et donc il y a comme ça une séparation physique, et de plus en plus, puisque avec les campagnes, il s'éloigne, il mène une double vie, et Maria Walewska, hein, puisque Joséphine veut le rejoindre en Pologne. Lui dit non, mais tu sais, les routes, oh là là, sont dangereuses, c'est boueux l'hiver, je te recommande pas, etc. Puis en même temps, il écrit à Maria Walewska le même jour, hein, d'ailleurs, peut-être sans doute 10 minutes après, à Maria Mio Dolce Amor, et donc bon, voilà. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir quand même encore une correspondance un peu érotique avec Joséphine, donc voilà, cet homme-là avait beaucoup de capacités apparemment. Ce qui semble vrai. Mais enfin, voilà le drame du couple, bien sûr, hein, qui connaît l'extraordinaire, ça, le sacre à Notre-Dame, mais qui manque l'essentiel, l'enfant. D'autant plus il y a deux problèmes majeurs. Il y a évidemment la dynastie. Est-ce qu'il faut un héritier à cet empire? Or, on ne peut pas en avoir. On a bien essayé d'avoir des enfants par Louis, le frère de Napoléon, et Hortense, qu'on a fait marier, adopter leurs enfants. Mais l'enfant est mort. C'est Napoléon Charles, d'ailleurs, il s'appelait Napoléon. C'est pas pour rien. Mais enfin bon, on n'a pas pu l'adopter. Enfin, c'est un peu une solution bancale, on va dire. Et puis, Napoléon rêve d'être père. Il avait écrit cette lettre à Joséphine quand elle est probablement tombée enceinte. Hein. Je meurs d'envie de voir combien tu portes les enfants. Et dans ce couple, il y a un déséquilibre, alors pas seulement du fait qu'il n'y ait pas d'enfants, mais c'est qu'elle a des enfants et lui pas. Donc ça veut dire que si ce couple continue, ben lui il ne sera jamais père, vraiment. Enfin, il a été, mais d'enfant naturel, mais pas au sein du couple, tandis qu'elle a connu ce bonheur. Donc il y a ce déséquilibre-là. Plus, je l'ai dit, la dynastie, un changement aussi de paradigme politique pour Napoléon, qui s'éloigne de la Révolution, pour faire simple, de Fouché, de Talleyrand, mais de Joséphine aussi, et qui commence à regarder vers les mariages avec des monarchies européennes. Hein. Sans penser tout de suite à l'Autriche, je ne reviens pas forcément là-dessus. Mais après plusieurs épisodes, on va arriver à la séparation le 15 décembre 1809, parce qu'il nous faut avancer tout de même aussi. Alors à savoir que la caractéristique de Napoléon, ce qui est plutôt, je pense, une qualité, c'est qu'il a toujours été fort avec les forts et faible avec les faibles. En général, c'est l'inverse. Hein. Mais lui, le problème, c'est que Joséphine, dès qu'elle se met à pleurer, dès qu'elle n'est pas, c'est pas quelqu'un qui s'énerve, qui lui tient, alors elle a pu lui tenir tête, mais pas de manière
agressive ou méchante, il est désarmé. Donc il faudra beaucoup de temps pour se résoudre lors d'un dîner, lui dire écoute, il faut se séparer pour l'Empire, pour moi, pour eux. Bon, est-ce qu'elle s'est évanouie? Peut-être pas. Enfin, je vous dis, ce sont des comédiens aussi. Alors c'est difficile, hein, mais bon, ils sont chagrinés tous les deux. Elle avait tellement voulu se l'attacher qu'elle le perd. Et lui, il est aussi abattu parce qu'il se sépare, enfin la séparation officielle est du 15 décembre 1809. Ils vont passer Noël et les jours de l'an ensemble. Un peu bizarre. Pour un couple qui vient de se séparer, enfin c'est pas tous les couples séparés qui font ça, dans le même mois. Bon voilà, et après il n'arrête pas de la voir, c'est même Joséphine qui lui dit écoute, on vient de se séparer, là ça paraît peut-être un peu bizarre qu'on soit encore ensemble, donc peut-être essaye de vivre ta vie. Bon, maintenant c'est fait. Elle avait sans doute consenti parce qu'elle sait qu'elle ne pouvait pas le priver d'être père, donc tout ça faisant que, eh bien, on arrive à cette séparation, une séparation, pas un divorce, hein, parce que le divorce, on ne pouvait pas divorcer selon le code civil d'une femme âgée de plus de 45 ans, elle en avait 46, donc ce n'était pas possible, les statuts de la famille impériale l'interdisaient. Il a fallu un jugement du tribunal pour comme ça dissoudre le mariage religieux. Bref, on arrive évidemment à la fin. Alors la fin de ce couple, c'est aussi assez rapidement la fin des deux. Napoléon, il y a un répit, 1810, mariage avec Marie-Louis, 1811, la naissance du roi de Rome, bien sûr, mais 1812, la campagne de Russie, et l'Empire qui s'écroule. Joséphine, c'est l'exil, parce qu'elle est exilée à Navarre, et un peu à Malmaison. Bon, c'est pas un exil très lointain, vous me direz, mais enfin, elle n'apparaît plus à la cour, elle est proscrite un petit peu, ce qui est normal, hein, on peut le comprendre. Elle disparaît le 29 mai 1814 après avoir attrapé une bactérie pulmonaire, d'une maladie pulmonaire. Et lui, on le sait, ce sera l'île d'Elbe, où il apprend sa mort d'ailleurs, où il sera très chagriné. Il retournera pendant les 100 jours, après les 100 jours à Malmaison, il pleurera dans la chambre où elle est morte. Et il partira pour Sainte-Hélène, et bien sûr où il mourra le 5 mai 1821. Alors là, Première mondiale, Thierry, à la Fondation peut-être. Voici une image générée par l'intelligence artificielle. Napoléon qui a perdu sa bonne étoile. J'ai demandé au chat, comme je n'ai pas trouvé d'image illustrant la perte de la bonne étoile par Napoléon, j'ai dit, crée-moi une image. Il a créé cette image, ma foi, bon, pas d'un goût exceptionnel, on n'en ferait pas un tableau chez soi, mais enfin, qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Son étoile, Joséphine, les désastres au second plan, c'est un peu comme à Lodi, mais là, de l'autre côté. C'est assez réaliste, dans le fond. Hein. Bon, je n'ai pas trouvé d'autres illustrations, maintenant on les crée. Dans le fond, c'est la modernité, il faut bien être moderne aujourd'hui. Bon. Alors, le trêve de plaisanterie, la perte de la bonne étoile, oui, parce que, si vous voulez, on avait répété à satiété, encore sous l'Empire et le reste, mais c'est la bonne étoile de Napoléon, c'est la bonne étoile de Napoléon, on avait fini par le croire. Hein. Et donc, effectivement, quand ils se séparent, ça ne dure pas très longtemps, c'est la chute, mais quelle chute en plus, la Russie, le fracas, enfin, Waterloo, tout ça, on s'est dit, bah oui, il avait perdu sa bonne étoile. On nous avait... Alors, effectivement, c'est un peu troublant parce que, vous dites, voilà un mythe fabriqué, parce que ça avait été quand même fabriqué. C'est pas la chance de Joséphine qui gagnait en Italie, mais forcément, quand arrive cela, on va se rappeler cette image qu'ils ont construite, évidemment, dessert un petit peu Napoléon, puisque la réalité va en quelque sorte rejoindre le mythe. Et ce qui est frappant, on va conclure là-dessus pour faire quelques questions, tout de même, c'est que, là encore, les deux étaient mystiques, mais on ne va pas verser dans le mysticisme, mais il faut savoir que, à 6 ans de différence, bien sûr, ils vont connaître à 46 ans l'exil tous les deux, et la mort tous les deux à 51 ans. Comme si, j'en terminerai là-dessus, comme s'il avait fallu mettre le même point final à une histoire qui n'appartenait qu'à eux. Merci, mesdames et messieurs. Merci.